Bonjour à tous à ce séminaire du Crash. Aujourd'hui, ce séminaire sera dédié aux zones d'écoute personnalisées dans un contexte automobile, c'est-à-dire dans des habitacles de voitures. Donc, les travaux ont été réalisés au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans et en collaboration avec Stellantis. Donc, Stellantis, c'est une entreprise qui regroupe des marques comme Peugeot, Citroën, Opel, Fiat et Jeep et bien d'autres. Donc, on va commencer par le plan de cette présentation. Après une brève introduction, je vais vous présenter la théorie des sound zones avant de l'appliquer dans différents environnements, mais il y a des contextes où l'environnement acoustique ne va pas changer. On regardera ensuite ce qui se passe si les environnements acoustiques changent, avant de terminer par un système d'écoute large bande, entre 100 et 10 000 Hz. Et enfin, on conclura. Voilà, les sound zones sont devenues particulièrement à la mode, notamment avec le développement des voitures autonomes. Donc l'idée étant ici de pouvoir diffuser un contenu audio spécifique à chaque passager de l'automobile. Donc on ne devra pas gêner les différents passagers par les autres contenus et surtout on ne devra pas utiliser de casque voilà, afin de garder une convivialité optimale. Voilà, donc l'idée, voilà, ici, vous avez une vue du dessus d'une voiture avec différentes zones et donc d'essayer de diffuser des sons différents dans chacune de ces zones. Et ce n'est pas une tâche qui est facile puisque la voiture est fermée. Et donc, le son qui va être diffusé vers une zone va rebondir sur les différents obstacles, sur les parois, sur les vitres qui sont très réfléchissantes. Et tout va bien se remélanger à l'intérieur de la voiture. Et généralement, ça va être assez difficile d'avoir des, des contenus sonores différents dans les différentes zones. Alors, il y a quand même des avantages à travailler dans une voiture, c'est qu'on sait à peu près où vont se trouver les gens. Donc, généralement, on est assis à peu près correctement, on n'est pas comme sur le canapé chez soi où on peut être allongé, assis, où la tête peut être à différents endroits. Dans une voiture, on est bien dans le siège, allongé, avec la ceinture de sécurité, donc on va savoir à peu près où sont les oreilles. Donc ça va faciliter les choses. Et également, dans une voiture, même si sur les voitures, les modèles haut de gamme, il y aura un peu moins de bruit, mais il y a quand même un bruit de roulement, le bruit du moteur, qui va faire qu'il y a une espèce de niveau de masquage qui va faire que, voilà, si on arrive à diminuer suffisamment le niveau des autres programmes, ça sera à peu près masqué par le niveau de la route et ça va être intéressant. Donc ça, c'est ce qui facilite le travail. Mais il y a d'autres choses qui sont assez compliquées. On le voit ici. Hein. Ici, entre par exemple la zone 1 et la zone 2, dans une voiture de type 3008 Peugeot, il y a à peu près 70 cm entre les deux têtes. Ça veut dire que les zones vont être assez proches. Voilà. Et également, on a des surfaces réfléchissantes comme le pare-brise et les vitres de côté qui sont très réfléchissantes et qui vont créer d'autres chemins de propagation avec des forts niveaux qui vont tout mélanger les sons et ce qui vont compliquer également l'environnement. Voilà. Et une autre complexité du problème aussi, c'est que c'est un environnement qui change, puisqu'on peut avoir une ou deux personnes. Si on a une personne, il n'y a pas besoin de faire de sound zone, mais on peut avoir deux personnes dans la voiture, ou cinq s'il y a les enfants à l'arrière. Il peut faire 20 degrés dans la voiture, ou 30 ou 40 degrés en été. Voilà, on peut avoir des grandes jambes, et on va bouger son siège, ou au contraire l'avancer si on a des petites jambes. Donc c'est un environnement qui est très très variable. Alors, il y a différentes solutions techniques pour essayer que chacun ait son programme sonore différent. Évidemment, on pense au casque en premier, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le casque, ça va ruiner la convivialité, et puis de toute façon, c'est interdit pour le conducteur. D'autres fabricants sont partis sur d'autres solutions techniques, comme Renault, par exemple, travaille en ce moment sur les réseaux paramétriques, donc qui sont des sources très, très directives qui fonctionne sur un principe de démodulation de signaux sonores à très fort niveau. Donc voilà, on va émettre un signal modulé par des hautes fréquences à 40 kHz généralement pour créer du contenu audio par effet non linéaire. Donc ça, c'est ce que Renault a choisi. Peugeot ne voulait pas trop aller dans cette direction parce qu'on se pose encore des questions sur l'effet sur la santé, même si c'est des ultrasons qui sont à très fort niveau. Mais justement, le fait qu'il soit à très fort niveau, on se demande s'il n'y a pas des effets quand même sur la santé. Surtout en voiture, on va être assez proche de ces réseaux paramétriques, de ces sources paramétriques. Donc, bon, Peugeot n'était pas complètement sûr. Donc, on est parti sur une autre solution qui est d'utiliser des réseaux de haut-parleurs. Et donc, quand on a plusieurs haut-parleurs, par exemple 10, 20, 30 haut-parleurs, on va pouvoir choisir des signaux différents, les déphaser ensemble, jouer sur les niveaux pour essayer de rayonner du son qu'à un endroit. Et donc, dans cette sous-famille de réseaux
de haut-parleurs, on peut utiliser soit ce qu'on appelle de la formation de voix, donc essayer de créer des faisceaux sonores très très directifs. Donc ça marche plutôt bien, mais ça ne va pas très bien marcher en basse fréquence parce qu'il faut que le réseau soit grand devant la longueur d'onde. Et à 100 Hz, la longueur d'onde doit être 3,40 m, donc on est déjà au-dessus de la longueur de l'habitacle. Donc ça va être difficile d'être très directif à 100 Hz. Donc on est parti sur une autre approche qui est de l'optimisation sous contrainte. Donc on va essayer de contraindre le haut-parleur à générer du son dans une zone et à ne pas générer dans une autre ou d'autres zones. Voilà. Donc c'est cette théorie que je pouvais présenter. Et donc, cette théorie est basée sur différents travaux qui ont déjà été faits avant, et déjà tous les travaux qui ont été faits sur la synthèse de chants, les systèmes WFS, HOA, différentes choses qui ont été. Il y a eu différents pionniers qui ont travaillé sur la gestion de réseaux de haut-parleurs. Et plus récemment, à partir de la fin des années 90, on commence à voir apparaître le terme de sound zone, hein, avec la publication de Drew Winston, qui s'appelle Personal Sound. Et ensuite, dans le début des années 2000, c'est surtout l'ISVR en Angleterre et KAIST en Corée qui vont travailler beaucoup sur les sound zones. Donc nous, on est arrivé un peu après tout ça, donc on a commencé par comprendre ce que les autres avaient fait, puis après on a essayé d'apporter d'autres solutions. En tout cas, si on regarde le nombre de publications scientifiques qui sont consacrées aux sound zones depuis une quinzaine d'années, on voit que c'est un nombre qui n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'idée, c'est de générer un son dans une zone et pas dans une autre. Ça, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de créer, c'est un contraste entre deux zones, c'est-à-dire d'atténuer au maximum le programme d'une autre personne dans cette zone. Et des gens qui font de la psychoacoustique se sont posés ce problème. À partir de quand on n'est pas gêné par le programme de l'autre personne? Alors, c'est un problème qui est compliqué parce que si c'est un film que vous regardez ou de la musique, ou des fois, dans un film, ça s'arrête de parler, donc on va être gêné par l'autre musique. Enfin, c'est un problème qui est compliqué, donc ils ont testé différentes choses et ils ont défini ce qu'on appelle la distraction. Donc, à partir de quand on commence à être gêné par l'autre programme. Et ils ont trouvé qu'à partir de 26, 29 dB d'écart entre deux zones, on commence à pouvoir oublier l'autre zone. Alors attention, on entendra toujours, ça ne veut pas dire que l'autre zone, il n'y aura plus rien qui vient, mais ça sera suffisant pour pouvoir se concentrer sur une émission de radio, l'écouter, pour pouvoir écouter sa musique sans être trop gêné par l'autre programme. Voilà, donc on va essayer de se fixer ce but d'avoir au moins 30 dB de contraste entre deux zones différentes. Alors, on va regarder ici, je vous ai parlé qu'on va essayer de faire de l'optimisation sous contrainte. Donc ça marche bien plutôt en basse fréquence, tant que les longueurs d'onde sont grandes entre les distances entre les haut-parleurs, entre les obstacles qui sont à l'intérieur. Et donc, je vais vous présenter dans la plus grande partie de cette présentation, une solution qui va marcher à peu près jusqu'à 1 kHz. Et puis, en fin de présentation, je vous montrerai ce qui marchera en plus haute fréquence. Voilà, donc on va commencer un peu à entrer dans le dur, dans les équations. Donc, on a un certain nombre de haut-parleurs. Voilà, j'ai mis L haut-parleurs. Ça commence comme loudspeaker, c'est facile à retenir. On a M microphone, ça commence comme microphone M dans chaque zone. Donc voilà. Et on va avoir un grand nombre de chemins. Donc chaque haut-parleur va pouvoir rayonner dans chaque zone. Ici, vous avez la zone bright. Donc bright, c'est par analogie à la lumière, c'est la zone où on veut diffuser le programme. Et la zone dark, c'est la zone où on veut limiter l'interaction. Et si vous regardez bien ici, tout ce qui est ailleurs ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas trop gênant dans une voiture, parce que si vous mettez plus de son au niveau des pieds, il n'y a personne qui écoute. Ce n'est pas très gênant d'avoir plus de son au niveau des pieds. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'au niveau des autres passagers, j'ai un très fort niveau. Alors, on a commencé par s'intéresser à un problème assez simple, déjà entre les deux passagers devant. Après, je ne vous montrerai pas ici, mais on est passé sur essayer de faire pour 4 passagers en même temps. Voilà, pour derrière, mais je vais vous montrer ici le résultat pour les deux passagers devant. Voilà, donc ici, il y aura la tête d'un des deux passagers, puis par exemple ici, la tête du conducteur. Donc on va essayer de faire que le niveau soit de bonne qualité ici et soit diminué dans cette zone. Donc pour faire ça, j'ai besoin de connaître tous les chemins entre chaque source et chacun des points qui vont me permettre de discrétiser les deux zones. Donc en fait, c'est des fonctions de transfert qu'on va avoir. Ces fonctions de transfert, je vais l'appeler GB, la fonction de transfert vers la bright zone, et GD vers la dark zone. Et chaque fois, donc, j'aurai un point vers un microphone, un haut-parleur vers un microphone.
Voilà, donc, je vais tout écrire ça sous forme matricielle. Pourquoi? Parce que les opérations mathématiques seront beaucoup plus faciles. Par exemple, si je veux calculer la pression en tous les points de la bright zone, ben, je crée un vecteur avec tous mes points dans la bright zone, mes n microphones, un autre vecteur avec tous les points dans la dark zone. Et pour sommer automatiquement tous les signaux des microphones, ben, je fais juste une multiplication entre ma matrice et puis les vecteurs, pardon, les voltages qui vont alimenter les haut-parleurs. J'ai juste une petite opération à faire, donc on va avoir de l'opération matricielle qui va se faire assez facilement. Désolé, un petit bout ici. Voilà. Donc pour connaître la pression à chaque point de la bright zone, je réalise cette opération et celle-ci. Donc derrière, il faut connaître effectivement tous ces chemins. Donc il y a deux possibilités. Soit vous simulez ce qui se passe dans la voiture, donc on peut travailler par exemple avec des monopôles, voilà, soit dans un espace infini, soit dans un modèle de source image dans une salle. Donc on va pouvoir prédire ça de façon en simulant, de façon théorique. Ou bah, ce qu'on verra à la fin, c'est qu'on va aller dans une voiture et on va mesurer ces chemins, ces fonctions de transfert entre tous les haut-parleurs et chaque point qui échantillonne les autres. D'accord. Je vous présenterai les deux approches. Voilà. Et derrière, donc, ce qui me reste à calculer maintenant, c'est avec quelle tension je dois alimenter les haut-parleurs pour créer ces fameuses zones. Donc, mon inconnu ici, qu'il va falloir déterminer, c'est le vecteur U. Voilà. Et donc, pour ça, on a différentes théories qui ont été utilisées. Donc, une des premières théories qui a été proposée, c'est une théorie proposée par Choi qui s'appelle Acoustic Contrast Control. Donc, on essaye de contrôler le contraste entre les deux zones. Et donc, on va faire de l'optimisation sous contrainte. On va essayer, par exemple, de minimiser l'énergie potentielle. Donc ici, l'énergie potentielle, en gros, tout bêtement, bah, c'est tous les points que je mesure dans la dark zone, je les mets au carré, je fais la somme de tous ces points, et ça va me donner l'énergie potentielle dans la dark zone. Donc j'essaye de minimiser cette énergie potentielle dans la dark zone, tout en gardant une énergie potentielle dans la bright, là où je reproduis, supérieure à une certaine valeur. Et puis, comme je ne veux pas exploser mes haut-parleurs, je vais demander à ce que la tension, l'énergie qui soit envoyée au haut-parleur soit inférieure à une certaine valeur. Alors, comment on fait pour faire ça? On peut utiliser une méthode des Lagrangiens. Je vais essayer de minimiser un Lagrangien ici. Donc, j'essaye de minimiser tout ce terme. Donc, je minimise la pression, l'énergie dans la dark zone. Je minimise l'écart de l'énergie dans la bright zone par rapport à une constante que je me donne. Et je minimise cette partie-là. Je ne veux pas qu'on dépasse un certain niveau sur le haut-parleur. Après, pour obtenir la solution, on dérive ce Lagrangien par rapport à U. Et derrière, on va trouver un truc qui fait une grosse matrice avant, fois U est égal à quelque chose fois U. Et ça, c'est un problème aux valeurs propres, si vous vous souvenez de vos maths. Donc, on va faire une décomposition aux valeurs propres. Et je vais prendre le vecteur propre qui a la plus grande valeur propre, et c'est ce qui va me donner la bonne solution. Donc ça, c'est un peu de maths derrière. Et on va tout de suite illustrer ça avec un setup qui est sur une voiture ici. Donc, vous avez deux têtes ici. Je vais mettre la bright zone ici. Alors, comme on a deux oreilles, la bright zone est coupée en deux. Et on essaye de faire une zone, c'est-à-dire on sait très bien que les gens peuvent bouger un petit peu dans la voiture, peuvent mettre un peu la tête sur la droite, la gauche, avancer un petit peu. Donc, on ne va pas essayer de minimiser en un point ou deux ici. On va essayer plutôt de minimiser sur une zone parce qu'on peut être amené à bouger la tête. Donc, on va discrétiser deux petites zones à proximité des oreilles. Donc, pareil pour la dark zone. Donc, ici, j'ai 2 fois 12 microphones de chaque côté. On va déjà s'intéresser à un signal mono. Donc, j'essaye de reproduire la même chose. Et derrière, on va faire un modèle déjà pour voir si ça fonctionne, algorithme, tout simple. Je ne prends pas la tête en compte, ni le siège. Je vais juste mettre des monopôles pour chaque haut-parleur. Voilà. Et derrière, pour savoir si j'ai bien travaillé, je vais calculer ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire le rapport de l'énergie dans la bright zone sur l'énergie dans la dark zone. Et si j'ai plus de 30 dB, j'ai gagné, c'est quelque chose qui devrait être pas mal. Voilà, donc ici, voilà l'évolution du contraste pour différentes fréquences. Alors, avec le jaune, ici, ça ne rend pas super, mais voilà, donc on voit que ici, c'est repassé en blanc. Ah non, oui, ça pas. Voilà, donc on voit que ici, le niveau est dans les violets, donc il est beaucoup plus bas que ce qui se passe ici. Et une courbe va être beaucoup plus simple à voir ici. Vite, un peu vite. Ouais. Moi, je vous remettrai la courbe après, pardon. Il y a la courbe qui a disparu, il y a un slide qui a dû être mangé, c'est pas grave. Voilà, donc on voit ici le contraste qui est pour différentes fréquences qui va apparaître. Vous voyez qu'aux différentes fréquences, j'ai à peu près 50 dB de plus
à gauche qu'à droite. Voilà. Donc on a à peu près gagné. Donc on a ce fameux contraste qui est atteint. Le problème, c'est qu'on était content quand on a eu ça, mais on a mis ça sur un banc et on l'a réalisé et on l'a écouté. Et à l'écoute, ça ne marchait pas du tout bien. Alors on s'est posé la question pourquoi ça ne marche pas bien. Bah, tout bêtement, lorsque vous écoutez de la musique, vous avez deux oreilles. Et si les phases entre les oreilles droites et les oreilles gauches ne sont pas contrôlées, bah, vous allez avoir l'impression que des fois la source vient de la droite, des fois elle vient de la gauche, des fois elle vient de derrière. Et ça va vous donner une impression qui n'est pas du tout naturelle. Vous n'allez pas entendre un son qui vient d'un bon endroit. Donc vous avez une bonne séparation. Vous entendez très très peu le programme d'à côté. Mais le son, vous avez l'impression que ce n'est pas du tout naturel parce qu'il vient pas du tout, il vient de différentes directions. Et par exemple, si je trace la phase entre l'oreille droite en rouge et l'oreille gauche en bleu, on voit que suivant les fréquences, la différence de phase entre les deux oreilles est très très différente. Et c'est très embêtant puisque normalement j'ai mis un signal mono, on aurait dû avoir à peu près la même phase entre les deux oreilles. Alors pour contrer ça, il y a eu d'autres solutions qui ont été proposées, donc un autre algorithme qui s'appelle le pressure matching. Et cette fois-ci, cet algorithme, il va changer un petit peu la contrainte. On va essayer de contraindre également la phase, c'est-à-dire que je vais définir une pression cible dans ma zone. Par exemple, deux haut-parleurs qui marchent en même temps puis qui arrivent à mes oreilles en mono. Et là, normalement, le chemin se fait assez simple. Les haut-parleurs sont proches des oreilles. Je vais avoir un son qui va être bien localisé. Donc, je définis cette pression cible, target en anglais, et je vais essayer de minimiser l'écart à cette pression cible. Et je minimise l'écart avant de prendre la valeur absolue, ce qui va faire que je vais respecter l'amplitude et la phase. Et en changeant cet algorithme, on réécrit un Lagrangien. Cette fois-ci, je minimise l'écart à la pression cible, je minimise la pression dans la dark zone, je veux qu'elle soit proche d'une valeur basse, et je ne veux pas avoir trop de niveaux, toujours pour ne pas exploser les haut-parleurs. Et là, ça va même se résoudre encore plus facilement, parce que quand je dérive tout ça, cette fois-ci, j'ai une solution explicite, je n'ai même plus besoin d'avoir un problème aux valeurs propres, j'ai une solution directe qui me donne le vecteur U directement. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y a d'autres personnes, Chang et Jacobsen, qui ont un peu reformulé cette partie-là pour essayer d'avoir un paramètre ici kappa qui va essayer de faire un espèce de potentiomètre entre je veux plutôt plus de contraste ou je veux plutôt avoir une erreur qui est minimum. On va essayer d'avoir une belle fidélité de restitution. Voilà. Donc si je mets un kappa qui vaut 1, je vais faire beaucoup de contraste. Très proche de 1, je vais faire surtout du contraste. Et si je mets un kappa qui est très proche de 0, je vais surtout faire de la qualité de reproduction, mais je n'aurai pas beaucoup de contraste. Voilà, donc si on refait, voilà ce qui est la même chose que tout à l'heure. Donc on voit ici le contraste qui défile pour différentes fréquences. Ben, on voit tout de suite, là, ça marche moins bien. On n'a plus qu'une vingtaine de dB d'écart. Mais par contre, vous voyez que j'ai une erreur de restitution qui est très très faible. Je restitue très très bien mon signal. Mais malheureusement, ben, je n'arrive plus à faire un contraste qui est suffisant puisque ben, j'ai plus que à peu près 20 dB de contraste. Alors, les métriques que je vous montre avant voilà, on va revenir dessus. Donc, je calcule toujours, comme pour l'acoustique contrast contrôle, la différence en dB entre les deux zones. Je calcule aussi une erreur, un critère d'erreur entre la reproduction de mon système, c'est-à-dire quand je mets les sons de zone en route, est-ce que j'ai abîmé la restitution par rapport à deux haut-parleurs mis proches des oreilles. Donc, si l'erreur est faible, bah, c'est que j'ai bien travaillé. Si j'avais 0%, bah, tout se passerait comme si je n'avais pas mon système en route pour la personne qui est dans la bright zone. Et je calcule aussi un effort, c'est est-ce que ça me coûte cher de créer ces bright zones? Voilà, donc je calcule le coût de mes filtres par rapport au coût pour juste avoir deux haut-parleurs qui fonctionnent près des oreilles. Voilà, donc voilà ce qui se passe en fonction de la fréquence. Donc voilà ce qu'on avait tout à l'heure pour l'acoustique contrast control, donc toujours plus de 50 dB d'isolement, donc quelque chose qui était plutôt très bon. Là, on a chuté, on se retrouve au-dessus de 20, certaines fréquences sont au-dessus de 30, mais ce n'est pas terrible. Par contre, on a une erreur en pourcent qui est très très bonne, c'est-à-dire que je restitue très très bien le son. Si je regarde l'effort, ça ne me coûte pas très cher, c'est voilà, de générer. On voit que bah, c'est 0 dB, c'est-à-dire que j'ai pas, par rapport à deux haut-parleurs seuls, ça ne me coûte pas beaucoup plus cher de faire ces bright zones. Donc je ne vais pas exploser les haut-parleurs, donc tout va bien. Et si je regarde les phases, alors elles sont différentes parce que les haut-parleurs sont à différents endroits dans la dark zone, mais si vous voyez, à chaque fois entre le rouge et le bleu, enfin, elles sont très très proches, entre chaque rouge et chaque bleu, vous voyez, elles sont. Donc, quand je veux restituer un signal mono entre chaque oreille, on aura bien un signal mono qui sera restitué, on aura bien l'impression que le son ne change pas en fonction de la fréquence, enfin, ne change pas de direction d'arrivée en fonction de la fréquence. Donc ça marche plutôt bien, mais c'est un petit peu décevant parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Donc pour faire ça, on a choisi tout bêtement d'augmenter le nombre de haut-parleurs. Donc là, on avait juste 4 haut-parleurs, 2 par appui-tête.
Et là, voilà ce qui se passe si je mets 6 haut-parleurs ou 8 haut-parleurs, donc 3 haut-parleurs par appui-tête ou 4 par appui-tête. Voilà, on voit que le gain est ici. À partir de 8 haut-parleurs par appui-tête, on commence à avoir des contrastes qui sont suffisants et en même temps des erreurs qui sont très très basses. On a un système qui risque de bien marcher. Alors ça marche bien parce que c'est de la simulation, c'est des monopoles, il n'y a pas de tête au milieu, il n'y a pas de diffraction, il n'y a pas de voiture, tout ça. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe sur des manips. Voilà, on va aller voir ce qui se passe déjà dans une chambre sourde, mais déjà en mettant un peu plus de complexité, on met des vrais haut-parleurs, donc qui vont distordre un peu, il va y avoir du bruit, parce que c'est des vrais microphones, des vraies mesures. Donc il va y avoir des sièges, on ne voit pas bien sur la photo, mais il y a un bonhomme dedans, un mannequin, des sièges, donc on a une physique qui est un peu plus compliquée. Et derrière, donc, on essaye de regarder ce qui se passe derrière. Et on s'aperçoit que ça marche toujours pas mal, hein. En jaune, vous avez toujours 8 haut-parleurs, 6 haut-parleurs ou 4 haut-parleurs. Voilà. Et le truc en pointillé que vous voyez en bas, c'est le contraste naturel. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais quand on a fait le début, on s'est dit que pour avoir du contraste, c'est quand même plus simple de mettre les haut-parleurs proches des oreilles, parce que dès qu'on s'éloigne un peu, on entend moins le haut-parleur qui est loin. Si on avait mis le haut-parleur au centre de la voiture sur le tableau de bord, on a même que le passager et le conducteur sont à la même distance du haut-parleur, donc là, il n'y a pas de contraste naturel qui va se créer. Donc déjà, en mettant les haut-parleurs proches dans les appuis-têtes, on a déjà un contraste naturel qui est de l'ordre de 20 dB qui va être créé. Et grâce à l'algorithme, on va gagner à peu près 20 dB pour avoir presque 40 dB d'isolation entre les deux zones. Donc ça marche toujours bien, mais ça reste simple, on est toujours dans des conditions anéchoïques. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté, donc en rajoutant ici on a rajouté des panneaux en bois pour avoir des réflexions. Voilà, et même avec la réflexion, alors effectivement, il faut mesurer les fonctions de transfert de haut-parleurs avec les panneaux, c'est-à-dire en place. Quand on mesure toutes ces fonctions de transfert avant et qu'on calcule les filtres dedans, les filtres prennent tout ça en compte et on arrive à garder un contraste qui est de l'ordre de plus de 40 dB. Ça chute un petit peu aux alentours de 800 Hz, mais ça reste toujours acceptable par rapport aux 30 dB qu'on s'était fixé. Donc après, on est allé dans une voiture, donc on était dans une Peugeot 3008. Voilà, celle-ci qui était faite. Et puis, vous voyez ici le dispositif avec les microphones au niveau des oreilles pour mesurer le flux de transfert, l'appui-tête avec différents haut-parleurs dedans. Voilà, alors ça reste assez moche encore, mais ça reste du prototype. Et ça marche toujours plutôt pas mal, c'est une vraie voiture. Donc, effectivement, puisqu'on a bien mesuré les fonctions de transfert, si on les mesure proprement, on va avoir quelque chose qui reste assez élevé en basse fréquence. En haute fréquence, le problème devient plus compliqué parce que la longueur d'onde devient proche de la taille de plein de choses dans la voiture. Donc la physique est plus compliquée. Donc si vous bougez un petit peu le microphone après, ce genre de choses, ça va changer un peu. Mais on voit que ça reste plutôt pas mal. Et il y a quelques trous en dessous de 30 dB, mais ça reste plutôt pas mal jusqu'à peu près 1 kg. Voilà. Donc ça, tout va bien, mais la réalité est quand même beaucoup plus complexe puisque la température dans la voiture va changer. Le nombre de passagers, la position d'un passager dans le siège, peut être plus ou moins grand, plus ou moins petit. On peut avoir aussi l'humidité qui change. Donc beaucoup de choses vont faire que les filtres qu'on a calculés à l'instant T ne seront pas les bons filtres à l'autre moment. Donc pour faire ça, déjà on s'est posé la question, est-ce que c'est une importance très très forte, toutes ces variations? Donc, on s'est déjà intéressé à des changements. Voilà, donc, si vous avez dans les voitures, si on a des grandes jambes ou des petites jambes, on peut facilement reculer ou avancer le siège. Donc, on s'est amusé à faire une expérience. On a mesuré les fonctions de transfert au milieu. Et puis, on a testé 2 autres positions à l'arrière. Là, on recule de 2 crans, on avance de 2 crans. Et puis, on regardait ce qui se passait si j'utilisais les filtres mesurés au milieu. Et bien là, c'était très décevant parce qu'effectivement, si j'utilise les filtres mesurés au même endroit, je retrouve la même chose. Mais si je recule rien que de 6 cm, j'ai perdu pas mal, surtout en haute fréquence. Et si je recule de 12, c'est plus terrible du tout. Et même à certains endroits, je suis même en dessous du contraste naturel parce que mes filtres sont plus du tout adaptés, donc ils rajoutent du bruit. Voilà. Donc ça, c'était bien embêtant. Donc on s'est posé la question, comment essayer de trouver une solution. Donc il y a la solution, c'est de mesurer, de faire une espèce de solution de type dictionnaire. Je vais mesurer pour les fonctions de transfert pour toutes les positions de siège. Alors, sur des voitures un peu chères, parce que Peugeot vise plutôt des voitures un peu chères. Donc, sur des voitures un peu chères, ça se fait de façon électrique. Donc, ça pourrait être une calibration qui est faite où tout est automatisé. On fait bouger automatiquement le siège. Donc, c'est des solutions qu'on n'a pas complètement écartées.
Mais le problème de cette solution dictionnaire, ça va être difficile d'anticiper toutes les modifications possibles. Voilà. Il faudra faire avec 3 mannequins à l'arrière, 2 mannequins à l'arrière, un mannequin. Enfin, on voit que c'est des solutions qui vont coûter très très cher en calibration et c'est peut-être pas l'optimal. Il y a la solution de remesurer de temps en temps ces fonctions de transfert. Mais vous savez, vous avez tous fait un peu d'acoustique, vous avez tous entendu des bruits roses, des bruits blancs, des sinus glissants. Quand on vous le met proche des oreilles pour faire des mesures, c'est pas très agréable. Donc, remesurer dans la voiture, même si ça dure pas très longtemps, ça va pas être très agréable pour l'utilisateur. Donc, on est parti sur une dernière solution, c'est d'essayer d'adapter les filtres au fur et à mesure. Donc, de mettre des microphones proches des appuis-têtes et puis d'essayer de recalculer les filtres quand il y a des changements. Donc là, on a fait des choses avec des algorithmes adaptatifs. Donc, je ne sais pas si en électronique, vous en avez fait plus ou moins. Si j'essaie de vous expliquer un peu ça, donc on a toujours l'entrée, le signal qu'on veut jouer. Comme on connaît les fonctions de transfert, on peut prévoir ce qui va se passer à l'endroit où il y a le microphone. Et derrière, je vais jouer avec mon filtre qui était mesuré à la position centrale, par exemple. Comme ce filtre est faux, je vais avoir une certaine erreur par rapport à ce que j'ai produit. Et donc, je vais avoir derrière un algorithme adaptatif qui va recalculer les coefficients des filtres pour essayer de minimiser la pression à l'endroit où on a laissé le microphone. Voilà. Et donc, si je fais ça, voilà ce qu'on a obtenu. Alors, il y a beaucoup de courbes ici. Celle la plus haute, c'est l'optimal. C'est qu'est-ce qui se passe si j'ai mesuré les filtres au bon endroit. Voilà. Et ici, en bleu, c'est si j'ai mesuré les filtres au centre et que je le fais à moins 12 cm. Et vous avez différentes courbes ici, du rouge, du jaune et du blanc. C'est si je mets le filtre adaptatif en route. Et celle qui marche le mieux, c'est celle qui est en blanc. C'est si je lui donne à manger le filtre du centre. Voilà. Si je pars de 0, ça va être compliqué de bien adapter. Alors, il s'adapte toujours, mais il faut peut-être lui laisser 5-10 minutes d'adaptation. Là, c'est les résultats après 30 secondes d'algorithme adaptatif. Et si je lui ai donné à manger des filtres que j'avais calculés au centre, on voit qu'ils convergent assez vite. Au bout de 30 secondes, j'ai retrouvé un contraste qui est assez bon et qui est proche de ce que j'aurais si j'avais mesuré à la position à moins 12 cm. Donc l'idée, c'est, alors ça va coûter cher cette solution parce qu'il faut mettre des microphones proches dans l'appui-tête. On n'est pas sûr aussi de l'acceptation par des gens, puisque effectivement, il y a des problèmes. Les gens, quand ils mettent un microphone, se demandent toujours si on n'enregistre pas. Donc, il faut qu'on est sûr d'expliquer aux gens que ça ne servira pas à les enregistrer, mais que ça servira à avoir un filtre adaptatif. Mais on voit que les filtres adaptatifs peuvent derrière permettre de garder le contraste en basse fréquence quand l'environnement acoustique ne joue pas. Donc là, je vous ai montré des mouvements parallèles. On a aussi fait des mouvements non parallèles, des mouvements en hauteur. On ajoute des mannequins derrière. Et derrière, on a à peu près le même type de résultat. On arrive avec le filtre adaptatif à retrouver des performances suffisantes pour retrouver les sons de zone. Voilà, donc là, pour l'instant, ça marche bien, mais ça s'arrête à 1 kg. Et lorsque vous écoutez de la musique ou de la parole, on a besoin des fréquences supérieures. Et donc, alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas au-dessus? C'est que les haut-parleurs, dans les appuis-têtes, la distance entre les différents haut-parleurs va faire que c'est difficile de contrôler des longueurs d'onde qui sont petites quand on a des écarts entre les haut-parleurs qui sont assez grands. Donc l'idée qu'on a eue là, c'est de rapprocher les haut-parleurs. Et donc ici, on a créé un réseau de haut-parleurs de micro-speakers proches des oreilles pour la partie haute fréquence, avec des écarts entre les petits micro-speakers qui sont de l'ordre du centimètre. Et donc, on va avoir 2 systèmes. Et comme c'est classiquement fait sur une enceinte de voix, donc on a le premier système que je vais présenter qui va marcher en basse fréquence, et puis l'autre système de haut-parleurs qui va faire les hautes fréquences. Alors, si on regarde l'implémentation, voilà, on a proche des oreilles une plaquette avec ici, on avait, je crois, 16 ou 20, je ne me souviens plus bien. Non, c'est 16, voilà, 4 micro-speakers, parce qu'ils sont pas carrés, ils sont rectangulaires, c'est pour ça que c'est pas bien symétrique. Mais voilà, il y a 4 x 4 haut-parleurs ici, qu'on va piloter pour essayer de faire les sons de zone. Donc, le travail est plus compliqué en haute fréquence que ce qu'on pensait. Pareil, ici, on ne peut pas mettre des haut-parleurs qui sont très très grands parce que dans l'appui-tête, il n'y a pas trop de place. Donc, même si on a une plus haute fréquence, la taille de l'antenne n'est pas énormément grande par rapport à la longueur d'onde, notamment 1000 Hz. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, ici, je peux revenir rapidement. Ici, est-ce que je vous avais montré? Donc, si on garde l'algorithme de pressure matching que je vous avais montré tout à l'heure, et je vous avais introduit un petit paramètre kappa qui permet de jouer entre je veux plus de qualité de reproduction dans la bright zone, ou au contraire, je veux plus de contraste. Voilà, si je mets un kappa grand, c'est surtout ce qui est dans la dark zone qui va être important. Donc, je vais avoir du contraste.
Si je mets un kappa qui est petit, c'est plutôt ce qui est important dans la bright zone qui va être pris en compte. Donc on va le revoir dans les différents réseaux de courbes que je vous ai présentés ici. Voilà, ici, vous voyez pour différents niveaux de kappa, voilà, plus j'augmente la valeur de kappa, plus le contraste augmente. Par contre, si kappa augmente, bah, l'erreur va augmenter aussi, et ça veut dire que j'aurai une moins bonne reproduction dans la bright zone. Donc j'aurai un son un peu moins fidèle. Voilà. Et donc derrière, on a ici, on ne pilote pas les haut-parleurs de l'autre appui-tête, on pilote chaque oreille, enfin les 2 fois 16 haut-parleurs en même temps. On a fait des simulations avec des monopoles, avec des coefficients d'absorption typiques d'une voiture. On a commencé par faire des simulations dans un habitacle, dans une boîte carrée pour commencer. Et puis derrière, comme on a différents paramètres à trouver, excusez-moi, je suis une erreur, c'est un kappa. Voilà, donc il fallait trouver à la fois le paramètre de régularisation qui permet de ne pas trop exploser les haut-parleurs, et puis le kappa, l'espèce de potentiomètre entre la bright zone et l'erreur, entre le contraste pardon, et l'erreur. Et donc là-bas, on recherche la valeur qui donne le meilleur contraste en gardant une erreur qui est inférieure à 20%, et puis on ne va pas pousser les haut-parleurs de plus de 8 dB, parce que c'est des petits haut-parleurs, on ne veut pas trop les taper dedans. Voilà. Donc on fait ça à chaque fréquence, et à chaque fréquence, on va trouver l'optimal, qui permet d'être toujours inférieur à 20% en erreur, et d'avoir moins de 8 dB d'effort pour les haut-parleurs. On fait ça pour plusieurs fréquences. Vous voyez que à chaque fois, le petit point rouge se déplace, hein, il est pas au même endroit. C'est pour ça qu'on fait une optimisation fréquence par fréquence. Et puis derrière, ben voilà ce qu'on trouve. Voilà, donc si je prenais le pressure matching en donnant autant d'importance à l'erreur qu'au contraste, j'obtiens la courbe en rouge. Par contre, si je demande de maximiser le contraste en gardant une erreur inférieure à un certain seuil, ben, je vais pouvoir gagner sur le contraste. Par contre, effectivement, on voit que l'erreur va augmenter. Et je garde toujours un effort qui est inférieur à 8 dB. Alors ici, il y a une fréquence qui allait bien parce que ça se passait bien qu'avec des interférences constructives et destructives. À cet endroit-là, il n'y avait pas besoin de monter ces haut-parleurs. Le contraste est naturellement là. C'est pour ça qu'on a ce petit effet à cette fréquence. Et donc, on a fait pareil, une manip avec les haut-parleurs, les têtes, ici, voilà, les micro-speakers que vous voyez ici. Et derrière, ben voilà le résultat qu'on a obtenu sur le setup. On voit que, pareil, on obtient un contraste qui est bien supérieur à 30 dB, comme attendu. Et derrière, on a été mesurer ça dans... ici, c'est toujours pareil, c'est toujours sur un banc. C'était encore en chambre anéchoïque, ce n'était pas encore dans la voiture. Mais surtout, ce qu'on a voulu voir derrière, c'est si je calcule les filtres avant et que je les rejoue, derrière, il y a toujours des erreurs, puisqu'on a mesuré les filtres, par exemple, il y a 1 heure, puis les conditions atmosphériques ont un petit peu changé, puis le bruit n'est pas le même entre les deux. Donc, si j'utilise les filtres et que je mesure en vrai, que je ne prédis pas le contraste, on voit qu'on a du contraste obtenu qui est très très proche de ce qu'on a trouvé. Donc, on a une solution qui est pas mal. Et ici, donc, quand on a mis les 2 systèmes en route, on a un contraste qui est quasiment supérieur à 30 partout, entre 100 et quasiment 10 000 Hz. Voilà, donc on arrive à avoir un système large bande au coût d'un grand nombre de haut-parleurs. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, Peugeot, enfin Stellantis est en train de faire des prototypes un peu plus jolis. Donc de diminuer un petit peu le nombre de haut-parleurs pour pas que ça soit trop l'usine à gaz. Et puis surtout d'avoir quelque chose qui ne cache pas trop la vue, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est des grosses ailettes, et apparemment, ça, les passagers à l'arrière n'aiment pas du tout, parce que quand on est à l'arrière, il faut voir la route, sinon on est facilement malade. Donc aujourd'hui, Peugeot est parti sur des sièges qui sont beaucoup moins larges, donc ça complexifie encore les choses. Donc on est sur des intégrations sur du prototype, et on est en train de faire les résultats. Et si Peugeot est satisfait, ça partira chez un équipementier automobile qui a déjà été choisi, qui va essayer de le mettre sur le marché pour d'ici 4 ou 5 ans. Voilà. Et entre-temps, on travaille aussi sur un autre sujet qui est de faire des sons de zone mobile, parce qu'effectivement, dans la voiture, on sait où sont les gens. C'est facile de faire la chose, mais si on veut faire des sons de zone, par exemple ici, qu'on a des gens qui bougent, par exemple en discutant ou en cuisinant chez soi, on peut bouger voilà, derrière. Donc si on sait suivre les gens avec une caméra, donc on s'intéresse aussi à des filtres qu'on recalcule en temps réel pour essayer de suivre le mouvement. Voilà. Ça, c'est encore plus compliqué. On a une thèse qui est en cours actuellement au laboratoire.